Bonjour et bienvenue sur Télé Goël, votre télévision citoyenne du bassin minier. La planète est en danger et en ce moment même se réunissent à Paris de nombreux États pour trouver des solutions et surtout un accord pour sauver notre environnement. Inondations, tempêtes, tornades, été plus chaud, hiver plus doux, des conséquences sur la faune et la flore, de nombreuses catastrophes nous guettent. Que faire ? Et comment le faire? Nous sommes le mercredi 9 décembre et nous vous proposons cette semaine 2 éditions spéciales consacrées à la COP21 pour mieux vous aider à comprendre les enjeux environnementaux sur notre territoire. Il est l'élu particulièrement reconnu sur le territoire pour sa défense de l'environnement et la reconnaissance du bassin minier. Nous l'accueillons aujourd'hui à la médiathèque Lagare de Méricourt pour nous aiguiller sur ce qui va se passer et ce que nous devons faire s'il fallait éviter la catastrophe sur le bassin minier. Jean-François Caron, bonjour, vous êtes le maire de Loos-en-Gohelle et vice-président de l'agglomération de Lancy-et-Vin. Quels sont les enjeux de la COP21 ? Ce qui est en train de se passer, c'est que du charbon, du pétrole, du gaz ont été accumulés pendant des millions d'années et que l'espèce humaine, l'humanité, en 2 siècles, on a tout remis ça dans l'atmosphère. Et donc pour la première fois de l'histoire de l'homme, l'homme change le fonctionnement même de la planète. Et on voit bien que c'est pas seulement qu'il va faire meilleur chez nous, si c'était ça, ce serait bien. Qu'il fasse plutôt 15 degrés que 10, c'est pas désagréable. Le problème, c'est que c'est une déstabilisation du monde. C'est un peu comme si, vous et moi, notre température de corps, c'est 37 degrés. Si on y rajoute 2 degrés, c'est comme si on passait à 39. Et donc, notre machine intérieure, elle est en train de s'affoler. Et si on passe à 4 degrés, on arrive à 41, la température de notre corps. Et là, on est mort. Ce qui est en train de se passer, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a une explosion des accidents climatiques partout dans le monde, parce qu'il y a plus de chaleur, plus d'énergie, plus de tornades, même dans le Nord. Dans les années 50, on avait 10 événements climatiques exceptionnels sur une tranche de 10 ans. Dans les 10 dernières années, on en a eu 48. Mais si vous êtes en Afrique, si vous êtes dans les Philippines, vous avez des effets de désertification et vous avez des effets d'inondation. Donc, ça déclenche des migrations dans le monde entier, des centaines de millions de personnes qui vont mourir, elles vont essayer de sauver leur famille et leurs enfants. Et on voit bien chez nous que les quelques milliers de migrants qu'on a à Calais, ça pose un problème énorme à intégrer, à gérer dans notre quotidien. Donc le réchauffement climatique, c'est un dérèglement climatique, ça a des conséquences mondiales et ça a des conséquences chez nous, sans compter que ça va induire la mort de millions et de millions de personnes partout dans le monde. Ça va créer des guerres. En Syrie, ce sont les agriculteurs qui ont 4 années de sécheresse, qui sont venus dans les villes. Ça a déclenché des tensions dans les villes, la guerre civile. Et aujourd'hui, c'est une guerre qui déborde dans notre pays. Donc vous voyez qu'on n'est pas en dehors de cette question. Et ce qui se joue là, à Paris, c'est est-ce qu'on est capable, à l'échelle de la planète, de maîtriser notre développement, d'empêcher ce dérèglement qui va s'accentuer et donc finalement de redonner une chance à l'humanité dans le siècle qui arrive. Pour vous et moi, ça va. Pour nos enfants, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Oui, parce que est-ce qu'il est vraiment possible de le faire? Est-ce qu'il est vraiment possible de changer ce que la nature propose en fait? Non, alors c'est pas la nature qui le propose. Oui, c'est pas la nature qui le propose. C'est l'homme qui a, par ses activités, déclencher des réactions au niveau de la nature et de l'écosystème de la planète. Et donc l'homme doit changer son modèle de développement pour qu'on puisse continuer à vivre en harmonie sur Terre. Est-ce que c'est possible? À petite échelle bien sûr, mais à Loos-en-Gohelle, on a généralisé les économies d'énergie. On a des habitations où on chauffe à moins de 200 € de chauffage par an pour des logements sociaux, pour des gens qui n'ont pas beaucoup de ressources. Donc on voit que c'est bon pour la planète, mais c'est bon pour leur porte-monnaie aussi. Et c'est bon pour l'emploi, parce que derrière tout ça, ce sont tous les métiers du bâtiment qu'il faut relancer. À Loos-en-Gohelle, on a multiplié toutes les énergies renouvelables. La toiture de l'église, elle est en solaire. Et chaque année, l'église nous ramène 5 000 € de courant dans le budget de la ville. Bon, l'église, c'est la même, il s'y tient les mêmes événements. Simplement, au lieu d'être une église classique, elle contribue aux économies d'énergie et à l'énergie renouvelable.
Et on peut multiplier comme ça tous les exemples. Donc derrière tout ça, il y a des enjeux d'environnement, des enjeux de pouvoir d'achat. Nous-mêmes, quand on met toutes nos lampes OLED, c'est autant d'argent qu'on dépense beaucoup moins que quand on avait des lampes au sodium qui coûtent beaucoup plus cher, qui consomment beaucoup plus. Et surtout, ce sont toute une série de nouveaux métiers qui apparaissent. Tous les métiers du bâtiment, tous les métiers de l'énergie qui apparaissent. Et derrière ça, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire les matériaux dans les 50 ans qui viennent ne proviendront plus de ce qu'on arrache à la terre. Les matériaux qu'on va appeler non renouvelables. Aujourd'hui déjà, on est en train de faire des tableaux de bord pour les voitures avec de l'amidon qui vient du maïs ou de la pomme de terre, plutôt que des tableaux de bord qui viennent du pétrole. Et là, on est au début d'une révolution. Ce qui avant était jetable, il faut qu'on fasse du renouvelable, du recyclable. Et tout ce grand mouvement est très important pour relancer l'emploi dans notre pays, relancer l'activité économique. Et sur le territoire, forcément. Et donc sur notre territoire, on est très bien positionné. On a sur le grand site minier du 11-19 à Los Angeles, mais qui domine tout Lens, Liévin et toute l'agglomération, tout le monde connaît ces deux grands terris, au pied, on a le seul pôle de compétitivité français sur ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire les matériaux qui se recyclent à l'infini. On a un pôle d'excellence sur les éco-matériaux. Par exemple, vous avez un jean, j'en ai un, quand il sera au bout du rouleau, il va pouvoir être recyclé et fabriquer un isolant, c'est le Relais qui fait ça, l'ancien Emmaüs, un isolant qui s'appelle le Métis. Nos jeans, demain, vont isoler nos bâtiments. Donc derrière, on a la Fondation des apprentis d'Auteuil qui est venue s'installer à Los Angeles, qui forme 300 jeunes en apprentissage sur tous ces nouveaux métiers. On apprend à être couvreur, mais on apprend aussi à poser des capteurs solaires. On apprend à construire des maisons, mais on apprend la construction bois, parce que le bois est un élément très intéressant pour stocker du carbone, et puis parce que le bois c'est renouvelable. Donc il y a une évolution des métiers, il y a une arrivée de nouvelles activités, et donc ce sont des chantiers pour nos jeunes. D'ailleurs, à la Fondation d'Auteuil, la dernière fois que j'y suis allé, il y avait 6 gamins qui apprenaient à taper le bois et qui disaient « Nous, monsieur, on préfère faire ça que maçon, parce que maçon, c'est moins un métier d'avenir. On a bien compris que les métiers du bois, c'est des métiers d'avenir. » Donc c'est très intéressant parce que ce qui était un problème peut devenir une solution. C'est-à-dire que cet enjeu du dérèglement climatique fait changer nos modèles économiques et fait apparaître des nouvelles activités. Et le bassin minier est très bien positionné pour ça. Merci pour toutes ces informations sur les enjeux environnementaux. Tout de suite, le reportage de l'UFA à Los Angeles, où les jeunes apprennent l'éco-construction. Spécialisée dans les métiers de l'éco-construction, l'UFA Sainte-Barbe, située à Los Angeles, ville pilote dans le domaine du développement durable, accueille 350 jeunes par an et est un exemple de dynamisme local sur le territoire. Ce centre a été construit et a ouvert ses portes en septembre 2013. Donc l'UFA dépend du CFA Saint-Louis, qui comprend 17 UFA, donc 17 unités de formation par apprentissage, sur tout métier, que ce soit donc le bâtiment, l'automobile, le commerce, la vente. Par contre, plus spécifiquement ici, donc notre bâtiment est un modèle en matière d'éco-construction, puisqu'il est labellisé Minergie. Et il a une vocation en matière d'orientation pour sur tous les métiers du bâtiment, donc bâtiment durable, bâtiment intelligent. Notamment, donc c'est une chance d'avoir pu s'implanter donc sur la ville de Los Angeles, qui est reconnue comme une ville pilote en matière de développement durable. Donc bassin qui est en pleine reconversion, notamment dans le cadre de la 3e révolution industrielle, et où le taux de chômage des jeunes est très très important. Alors les jeunes rentrent par apprentissage, ils doivent avoir conclu un contrat d'apprentissage, donc pour un CAP d'une durée de 2 ans. Nous préparons également des mentions complémentaires et des brevets professionnels. Donc ils sont sous contrat de travail dans une entreprise d'accueil et ils suivent une formation alternée, donc 2 semaines en entreprise et 1 semaine en centre de formation. Alors il y a couverture, étanchéité, zinguerie, donc la filière bois également, donc construction ossature bois, menuiserie installateur. On a également plâtrier plaquiste, maçonnerie, béton armé.
Alors on les aide à trouver une entreprise, donc bien sûr on leur demande d'être acteurs de leur parcours, on leur demande de faire des démarches en entreprise, mais on a également une chargée de relations entreprises qui les aide à trouver une entreprise. Et on s'attache justement à rendre aussi nos jeunes responsables, notamment en ce qui concerne la valorisation matière, l'économie circulaire, le recyclage des déchets. Donc ils sont tous, Sandy en témoignera, ils sont tous sensibilisés à la préservation de notre planète et notamment de l'environnement. Alors on accueille dans un premier temps le jeune, on lui demande de nous remettre un CV, on discute avec lui de son orientation, éventuellement on peut lui permettre de faire des stages d'immersion pour qu'il puisse valoriser son projet et ensuite on l'accompagne dans la recherche d'un contrat d'apprentissage. On le met en lien avec des entreprises partenaires. On souhaite être acteur du changement en souhaitant notamment pouvoir insérer des jeunes sur les métiers de demain. En matière de construction, on a maintenant un peu d'espoir pour 2016, puisque vont se construire également les réserves du Louvre, l'hôpital de Lens qui va être rénové et la construction aussi d'un hôtel 4 étoiles. On a aussi un rôle en tant qu'organisme de formation à accompagner les chefs d'entreprise à justement tenir compte des réglementations thermiques et nos jeunes sont et seront les ambassadeurs de demain. Une révolution, oui, je pense qu'on est en train de vivre une révolution. Je pense qu'il faut qu'il y ait du changement pour préserver la planète, pour offrir à nos jeunes, aux populations futures, je dirais un cadre de vie beaucoup plus citoyen. Donc oui, il faut en effet tenir compte justement de tout ça. Donc oui, il faut maintenir tous les efforts là, qui sont faits, c'est chacun. Il faut que chacun soit responsable et éco-citoyen pour s'assurer un avenir meilleur. Un avenir meilleur passe aussi par le développement de nouveaux matériaux comme les isolants nouvelle génération que l'on retrouve à l'UFA, comme la laine de mouton, la fibre de bois, le lin ou encore le jean recueilli parfois dans les relais et recyclé. Alors au niveau des réglementations thermiques, la réglementation thermique 2012 qui va bientôt évoluer, cette réglementation thermique, on demande bien sûr d'isoler les parois opaques, aussi les parois vitrées, mais aussi atteindre une performance. Cette performance, elle est importante, elle peut être atteinte avec des isolants type conventionnel, minéral, on va dire, qui sont des isolants type laine de verre, laine de roche, mais elle peut être aussi atteinte avec des isolants qui sont soit des isolants végétaux ou de base animale. On va prendre un exemple, la laine de mouton. Végétale, ça va être du lin, de la fibre de bois. On va aussi avoir des isolants qui sont recyclés, comme la ouate de cellulose, qui est bien sûr des déchets de l'industrie papetière, et puis aussi des isolants qui vont être en coton recyclé, style métis. Alors je vais vous donner un petit exemple. On connaît tous le relais. C'est un isolant qui est fait à base de coton recyclé. Alors la majorité des cotons qui sont recyclés sont souvent des jeans, c'est pour ça que sa couleur bleue. Et c'est des isolants qui ont un lambda très intéressant et donc après une résistance thermique très intéressante pour pouvoir être insérés au niveau des murs et au niveau des combles perdus. Donc on va leur apprendre qu'il y a des isolants aussi type polyuréthane, ces isolants qui sont beaucoup plus traditionnels, mais qu'il y a aussi une alternative sur du biosourcé, sur des isolants qui sont plus ou moins sains et qui nous permettent d'avoir une empreinte carbone beaucoup moindre puisque leur fabrication n'entraîne pas des productions d'énergie importantes. Après un CAP maçonnerie, couverture, ossature bois ou plaquisterie, le jeune va pouvoir intégrer un cursus supplémentaire, c'est-à-dire qu'il va intégrer une classe pour 2 ans de technicien bâtiment basse consommation où il va voir tous les modèles constructifs qu'il existe. C'est-à-dire que là, en généralité, il va voir ce qui existe en maçonnerie au niveau des isolations réparties ou des isolations par l'extérieur ou par l'intérieur. Et il va aussi appréhender l'étanchéité à l'air et l'étanchéité au vent. L'intérêt, ça va être un complément qui va apporter aussi, par le biais de sa formation, il va apporter un complément aussi au niveau de la société où il travaille, ou l'entreprise où il travaille. Puisque aujourd'hui, un couvreur qui refait une toiture peut éventuellement proposer à son client de l'isoler convenablement avec les nouvelles règles, dans les règles de l'art, dans les règles de la nouvelle réglementation thermique, pour permettre d'économiser de l'énergie et de ce fait-là économiser des rejets de gaz à effet de serre.
on met 2 ans pour acquérir ses connaissances et pour passer le diplôme. Donc c'est accessible à tout jeune qui est motivé simplement et curieux, puisque la curiosité c'est très important pour pouvoir après s'épanouir au sein de son entreprise. Et un atout supplémentaire, c'est qu'il pourra se vendre sur le marché du travail après, puisqu'il aura acquis, je veux dire, un titre technicien bâtiment basse consommation qui est aujourd'hui très important pour toutes les entreprises du bâtiment. En fait, c'est mon patron qui m'a proposé cette école et je ne regrette rien parce qu'on a de très bons formateurs, de très bonnes équipes pédagogiques, de très bons directeurs. C'est un bon outil, c'est grand. C'est un bâtiment neuf. On a tout ce qu'il faut à proximité, on a une snackerie. Voilà, on s'y sent bien pour travailler, quoi. On apprend les types d'isolation, donc à savoir mettre en œuvre, pour utiliser moins d'énergie dans une maison. Ouais, on a eu justement des cours justement sur la COP21, les énergies durables, les énergies fossiles. Donc nous maintenant dans le bâtiment on essaie justement de mettre en place des types d'isolants qui peut aider justement au réchauffement climatique. C'est justement, c'est plus pour préserver justement la planète, quoi, justement. C'est des choses qu'on ne faisait pas principalement attention avant et on se rend compte qu'au fur et à mesure des années, on ne peut plus continuer justement d'avancer comme ça. Justement, je veux dire à tous les jeunes qui rêvent, qui ont envie de faire ce métier, c'est un métier difficile certes, mais c'est un métier plein de passion et il faut vous accrocher, si vous voulez y arriver, vous y arriverez. Nous venons de voir le reportage sur les jeunes de l'UFA Sainte-Barbe, le centre des apprentis d'Auteuil. Est-ce qu'il y a une relation avec la visite de la COP21 qui devait se faire à Los Angeles, justement? Alors effectivement, malheureusement, les attentats nous ont enlevé à la dernière minute un événement qui aurait vraiment été exceptionnel, puisque la France avait choisi comme seule visite de terrain l'exemple du bassin minier dans l'agglo de Lens-Liévin à Los Angeles, sur le site du 11-19, avec cette idée que ce que Jérémy Rifkin, le grand économiste américain avec qui on travaille au niveau du conseil régional, qui est un défenseur de ce qu'on appelle la 3e révolution industrielle, c'est-à-dire le remplacement en gros de l'énergie fossile par de l'énergie renouvelable et le pilotage par Internet, pour faire très court. Et donc, Los Angeles était, et pour Jérémy Rifkin, l'incarnation de ce que peut être le monde dans 20 ou 30 ans, par ces nouveaux métiers qui apparaissent. Et donc, ce qu'on a proposé à la France, à François Hollande, à toutes les équipes à l'ONU qui préparent la COP21, c'est de dire, nous, on représente le monde d'hier, avec le charbon. Les terris qui sont devant nous, c'est notre dette en carbone. On a contribué au dérèglement climatique. Et sur ce lieu du monde d'hier, on est en train de, pas à pas, on n'a pas tout réglé, c'est pas un Eldorado, mais on est en train de faire apparaître les signaux du modèle de demain. Et donc le contraste entre le charbon et le solaire, entre les métiers de mineurs et tous ces nouveaux métiers dont on vient de voir quelques exemples, était extrêmement parlant. Donc on avait un TGV complet de 500 personnalités du monde entier, des chefs d'État, des ministres, des maires de grandes villes partout dans le monde, la presse mondiale. On a eu à plusieurs reprises des télés, on a même eu la chaîne Disney qui est venue faire un sujet sur Los Angeles pour diffuser aux enfants d'Amérique des USA pour dire regardez c'est déjà existant. Et donc cette visite, elle devait montrer aux délégations mondiales que c'est possible, la preuve c'est déjà là, à petite échelle bien sûr, mais que donc l'amplification est un enjeu aujourd'hui à l'échelle française, à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale. Malheureusement, comme vous le savez, on ne pouvait pas garantir la sécurité parce que sur un ensemble de terris et de fosses, c'est tout sauf un site sécurisable. On n'allait pas mettre un militaire derrière chaque caillou, c'était pas tenable. Donc on a la mort dans l'âme, on a dû l'annuler. Mais ça a quand même un énorme intérêt malgré tout pour nous, c'est qu'on est passé sur toutes les télés nationales. Même la internationale. 1, la 2, la 3, les télés internationales. On a eu, la semaine dernière, j'avais encore le Spiegel, qui est le grand hebdomadaire allemand. On a eu tous les médias français et internationaux qui ont fait des sujets sur la mutation du bassin minier. Et pour une fois,
On ne présente pas le bassin minier comme un endroit où on va choisir, quand une caméra vient de TF1, un enfant dont le nez coule, un carreau cassé, et puis dans le fond, un terri ou un chevalet. Et pour une fois, on montrait les terris sous leur angle positif, et on montrait que le bassin minier tire les leçons de son passé, peut-être parce que nous, ça fait 30 ans qu'on est dans la difficulté, et que du coup, on réintroduit des signes d'avenir. Je répète, on n'a pas tout réglé, mais on fait apparaître un coin de ciel bleu en montrant là-bas, 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 il y a des nouveaux métiers, il y a des nouvelles activités, il y a moins de chauffage à payer, il y a moins d'électricité à payer, et donc c'est un changement de modèle. Et comment tout à chacun peut contribuer à ces changements climatiques? Parce que c'est difficile quand même. Financièrement, déjà, c'est compliqué parce que les ampoules à LED, par exemple, ça coûte pas, ça coûte très cher, mais voilà, il y a des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire tout à chacun? Je vais prendre deux exemples. Un premier où c'est les habitants avec la ville. À Los Angeles, on a un quartier qui s'appelle les Castors, maison construite par des anciens mineurs dans les années 50. Et on est en train de mener une grande opération à l'échelle de toutes ces maisons pour regarder comment on peut proposer aux habitants des systèmes bancaires pour payer des investissements dans leur maison pour qu'ils payent moins de chauffage, regrouper tout le monde et donc avoir les matériaux moins chers, avoir les entreprises moins chères, et faire en sorte que demain, donc, on va se payer sur les économies d'énergie. Je vais prendre un exemple, si vous payez 2000 € de chauffage, et que après ces travaux, vous ne payez plus que 500 €, eh bien, ce sera moitié pour vous et moitié pour l'organisme bancaire qui a permis la réalisation des travaux. C'est-à-dire déclencher du travail, parce que derrière ça, c'est tous les gars qui vont bosser sur les chantiers, permettre de baisser vos factures de chauffage. Je radote, mais je vous garantis que pour les gens, gagner 100, 200, 500 € sur le chauffage, c'est énorme à l'échelle d'un budget, et donc contribuer à la protection de l'environnement. Ça, c'est une action mairie-habitant. Autre exemple, on est en train de rétablir ce qu'on appelle les circuits courts en agriculture, en alimentation. Au lieu d'acheter dans n'importe quelle grande surface des matériaux qui ont fait le tour du monde, ou des matériaux, des tomates, des légumes, pourquoi ne pas arriver à rétablir des circuits courts? On a des champs tout autour de nous dans le bassin minier, on a des agriculteurs qui pourraient gagner leur vie en refaisant de la production locale. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'une tomate qui fait 4000 km avant d'arriver dans votre assiette, ou un yaourt, eh bien, elle a fait consommer du fioul sur la route, elle a consommé du fioul dans des usines pour maintenir des frigos qui fonctionnent, etc. Alors qu'un légume que vous allez manger, qui a été pris il y a 2 jours dans la terre et qui est directement servi, c'est évidemment meilleur pour tout. Bon, et ça, ce sont des choix personnels. Donc, il y a pour une part des décisions personnelles, être un peu plus dans la sobriété que dans le gaspillage. Quand on va acheter une bricole comme ça dans une grande surface et qu'il y a un emballage comme ça, et que cet emballage tout en plastique, il est fait à l'origine du pétrole, ben, on aggrave les problèmes de réchauffement climatique. Peut-être qu'il faut réapprendre à décorer nos maisons à Noël sans mettre 1 million de lampes, mais en mettant des floraisons, du gui, comme on faisait avant. Peut-être que on est excessif dans notre modèle hyper gaspilleur. Et que tout ça, ça relève de nos choix personnels. Donc il y a des changements industriels et il y a des changements personnels. Et c'est la somme de toutes ces petites choses-là qui va faire apparaître de nouveaux emplois, des coûts en moins pour les ménages, et donc retrouver prise et commencer à construire le XXIe siècle. Parce que ce sera ma conclusion, mais c'est que aujourd'hui, il y a un monde qui s'en va. Le monde du 19e, du 20e siècle. Nous, on en est la représentation avec le charbon. Et je crois que décemment, personne ne peut penser qu'on va réouvrir les mines de charbon. Ce n'est pas tenable pour plein de raisons. Ce changement de monde, soit on le subit, on se referme, on désigne tous les autres comme des coupables, soit au contraire, on investit dans le modèle de demain. Et c'est ce qu'on essaye de faire à Los Angeles. On ne peut pas proposer à nos jeunes de regarder dans le rétroviseur et de dire hier c'était mieux. À un moment donné, il faut commencer à aimer le XXIe siècle et donc y aller avec dynamisme et investir dans les métiers de demain. C'est ce qu'on essaye de faire. Alors vraiment merci de nous avoir éclairés. J'espère que tous ces conseils profiteront à la population du bassin minier. Et puis on va se retrouver, je pense, bientôt sur le territoire pour d'autres initiatives. Ben, avec plaisir, je vous invite. Venez visiter notre terri, vous verrez. On a une superbe vue sur le bassin minier. Celui qui est dans le bassin minier, qui n'est jamais grimpé à la pointe d'un terri,
a raté quelque chose. Bon, merci. Bienvenue à Los Angeles. D'accord, merci beaucoup. À bientôt. Et tout de suite, nous allons retrouver le théâtre de l'éco-construction qui se trouve d'ailleurs sur la base du 11-19 à Los Angeles. CD2E est une structure qui a été créée pour développer tous les métiers autour de l'environnement. Depuis les métiers de la construction-rénovation avec des écomatériaux, les métiers du recyclage, les métiers du traitement de l'eau, les métiers des énergies renouvelables, mais aussi les métiers maintenant donc autour de l'éco-conception, des nouveaux produits, etc. Le CD2E s'adresse prioritairement aux acteurs donc, des filières industrielles qui sont donc dans ces domaines-là pour les aider à se développer, à accroître l'activité de leur entreprise, à développer un peu plus d'innovation. Ça s'adresse aussi aux créateurs que nous accompagnons de façon régulière. On reçoit à peu près une centaine par an de créateurs potentiels d'activités. Et ça s'adresse aussi à des structures qui voudraient comprendre les métiers. Ce sont des collectivités, ce sont des bailleurs sociaux qui veulent savoir s'il faut mettre des énergies renouvelables ou pas. Et c'est aussi donc un certain nombre de filières industrielles qui se posent la question de comment intégrer ces nouvelles technologies dans leurs process, dans leurs produits, dans leurs usines, dans leur développement. On est une association loi 1901. On fonctionne, donc on a un peu plus de 250 adhérents qui sont des industriels, qui sont des laboratoires. On fonctionne avec des financements régionaux et des financements de l'Europe, plus une partie donc des financements des adhérents et des prestations que l'on fait avec eux. Et donc on a une finalité prioritaire, c'est d'aider à la création ou au développement d'emplois. Une deuxième, c'est créer de l'innovation et développer donc des nouveaux produits, des nouveaux systèmes, des nouveaux matériels, des nouveaux équipements. Puis une troisième, c'est que ces nouveaux métiers s'intègrent bien et s'implantent dans notre région, dans tous les territoires de notre région. Ici, vous êtes dans un lieu qui s'appelle le théâtre de l'éco-construction. L'objectif, c'est pour les professionnels de pouvoir voir, toucher et comprendre c'est quoi les nouveaux matériaux qui vont être utilisés, c'est quoi les nouvelles normes qu'ils vont devoir appliquer, comment ils vont devoir réaliser les constructions, les rénovations avec des techniques ou des technologies qui viennent de chez nous, mais qui viennent aussi d'autres pays et dont on va avoir besoin pour atteindre les améliorations attendues sur les performances des bâtiments, performances énergétiques, environnementales, performances sur la qualité de l'air intérieur par exemple. Donc ils ont ici la possibilité de voir à travers des maquettes des réalisations de ce qu'ils vont devoir faire dans les 3, 4, 5, 6 ans à venir avec, si possible, des matériaux qui viennent de notre région. Alors pour visiter ce showroom, prioritairement on accueille des professionnels, on accueille des organismes de formation, on accueille des écoles, on accueille des bailleurs sociaux, mais il y a toujours possibilité donc d'aller sur le site CD2E, la lettre C, la lettre D, le chiffre 2, la lettre E, et là vous avez un certain nombre de points de contact, adresse mail, numéro de téléphone et les coordonnées GPS pour venir jusque chez nous et on vous accueillera volontiers. Moins de pollution, mieux vivre ensemble pour partager et proposer des nouveaux projets ensemble. C'est ce que font les communes de Noyelles-sous-Lens, Loison-sous-Lens, Arnes et Courrières pour réaménager les abords du canal de la Souchet, tout de suite dans notre reportage. Pour la première fois, 4 communes se sont associées à une même cause, celle de la mise en valeur de la trame verte et bleue le long de la Souchet. Créé en 1885, le canal de la Souchet servait de desserte industrielle de Lens au nord et à la Belgique. Aujourd'hui, il prend une toute autre dimension et grâce aux villes de Noyelles-sous-Lens, Arnes, Loison-sous-Lens et Courrières, il tente à devenir un lieu de loisirs et de tourisme, un peu l'artère verte de la réhabilitation de notre bassin minier. 300 hectares, 20 km de voies douces et 10 km de voies d'eau, une succession de petits parcs et d'espaces de nature connus aujourd'hui des randonneurs et des sportifs en course à pied ou en vélo. Labellisé par Euralens en 2013, le projet prend forme petit à petit et vous allez pouvoir faire comme une montagnère il y a quelques années, peut-être passer vos vacances tout en haut de Stéry.
C'est juste un projet commun à 4 communes, Courrières, Arnes, Noyelles-sous-Lens et Loison-sous-Lens, qui ont fait le même constat, c'est que nos communes ont tourné le dos à la Souchet et qu'aujourd'hui, cette Souchet et les berges qui l'accompagnent sont aujourd'hui facteurs de développement, notamment en matière de loisirs. On a aujourd'hui 10 km de berges qui sont aménageables, qui relient Courrières à Lens, et entre Lens et Courrières, la possibilité d'offrir des espaces de loisirs à notre population, faire en sorte qu'elle se réapproprie un peu cette voie d'eau et qu'elle puisse y cheminer en sécurité et puis y pratiquer des activités. Alors nous, Courrières, on a déjà travaillé sur les berges, elles ont été réaménagées par la communauté d'agglomération Audenin-Carvin. Aujourd'hui, l'objectif, il est de pouvoir proposer justement des activités aux gens qui s'y baladeraient. Alors on a la chance d'avoir un parc de loisirs de un peu plus de 6 hectares qui est juste à côté. Et donc l'objectif de la ville aujourd'hui est de venir se greffer à ce projet de réaménagement des berges pour offrir des activités à la population qui se baladerait le week-end. Alors aujourd'hui, on a techniquement un groupement de commandes qui est en train de se mettre en place, qui va pouvoir permettre de monter le projet et d'être financé sur des crédits européens. Mais sur des projets juste dans les berges de la Souchet, on a aussi les communes qui financent une part de leur projet. C'est un exemple de requalification industrielle, puisque que l'on soit sur Arnes, sur Courrières ou sur Fouquières ou Loison, on était ici sur des sites industriels, on est ici sur un terri, donc on parlait d'extraction de charbon, et on s'aperçoit que ces terris qui ont permis à nos mineurs de produire de la richesse au niveau national, aujourd'hui sont des sites qui sont de nouveau conquis, mais pour un tout autre sujet, c'est-à-dire aujourd'hui on y voit des gens faire du vélo, on y voit des gens se balader, et demain, peut-être et certainement d'ailleurs, des gens naviguer sur la Souchet. C'est vraiment un bel exemple, on parle de développement durable, on est là au cœur du sujet. Hein. Cet espace qui est noir va se verdir de plus en plus, et on n'aurait jamais imaginé, il y a 10 ou 15 ans, s'y balader ou y pratiquer du loisir. Donc c'est une belle reconversion. Ouais. On est sur la mise en place de ce groupement de commandes. On va faire en sorte que toute cette partie administrative se fasse le plus vite possible pour entrer dans l'opérationnel dès 2017. Renforcer les chemins existants, hiérarchiser les tracés, rendre possible la traversée du canal, mettre en valeur le paysage, développer le tourisme fluvial et favoriser l'accès aux destinations et sites le long du parcours sont quelques-uns des enjeux de ce grand projet. Vous pourrez accéder au centre-ville de Lens, au terri de Noyelles-sous-Lens, au lagunage de Arnes ou encore à la ferme pédagogique de Courrières. De nombreuses activités pratiquées seules, en association ou en famille, dans un environnement connecté pour 2017. Derrière moi, vous avez Loison et un petit peu plus sur la gauche, vous avez Lens. Et si vous regardez sur le bas, vous avez déjà de grandes prairies, mais aussi 2 petits étangs. Voyez-vous, aujourd'hui, déjà pas mal de gens, d'habitants de nos communes viennent se promener sur les berges de la Souchet. De ce côté-là, bien entendu, encore plus d'aménagement sur les berges, bien sûr. Avoir le plus de facilité possible, non seulement pour la promenade, mais aussi pour le vélo, mais aussi pour le cheval, et pourquoi pas. Et aussi peut-être, vous voyez, entre cette berge et la suivante, la problématique est plus une problématique de traversée, on va dire, sécurisée. Et donc il y a aussi cela à aménager dans un avenir que nous voulons le plus proche possible. Vous dire aussi que, vous voyez, en fin de compte, ce bras de canal était, il y a encore quelques années, quelques dizaines d'années malheureusement, était quasiment une autoroute pour péniche, puisqu'il y avait pas mal d'industries qui étaient sur ces berges. Et puis petit à petit, eh bien, elles sont devenues des friches. On va dire, oui, le canal était devenu aussi une friche industrielle. Et je crois que les communes qui bordent justement ce canal se sont toujours employées pour entretenir non seulement les berges, mais tous les bois qui sont à côté, les prairies, pour que ce soit au moins un petit peu gai pour les différents touristes, nos touristes, je vais dire. Et puis petit à petit, eh bien, est venue cette idée avec les communes voisines. Je veux parler de Courrières, qui est à un bout de la Souchet, mais aussi à Arnes, bien sûr je suis le maire, mais aussi Loison et Noyelles. Eh bien, on s'est rencontrés pour véritablement faire devenir cette friche industrielle, qu'elle devienne non plus une friche, mais un archipel vert.
Les partenaires, ce sont déjà à l'origine, je vous dis, ces 4 communes qui essayent de travailler ensemble. Et puis bien entendu la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, mais aussi, comme vous l'a dit mon collègue Christophe Pilch, la communauté des Nains-Carvin. Et puis nous avons monté ce projet et nous avons fait labelliser auprès d'Euralens. Et Euralens a été d'un conseil superbe. On a eu des gens comme Subilo, mais aussi comme Monsieur Desvignes, qui sont venus nous dire, vous ne le savez pas, mais vous avez là des choses extraordinaires que vous devez non seulement réaménager, mais aussi faire connaître. Vous en pensez bien que les communes en ont déjà largement investi, en investiront encore pour que ces berges soient, mais aussi les bois et tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant soit aménagé, mais aussi la communauté d'agglomération. Mais nous nous sommes tournés aussi, et cela merci à Euralens de nous avoir aidé à proposer, à monter ce dossier, eh bien, vers l'Europe. Eden 62 participe en conseil, mais il participe aussi en faisant visiter certains terris, en expliquant la faune et la flore sur ces terris. Ils y participent déjà depuis quelques années. Aussi sont-ils plus que partenaires avec nous, bien sûr. Nous avons fait vivre la région, voire la France, et que demain nous allons encore refaire vivre cette région grâce à nos friches que nous avons créées. Je voudrais dire que nous sommes très fiers de ce projet et que nous avons hâte que celui-ci se réalise. Nous sommes conscients que cela va mettre un certain temps, mais nous sommes déjà depuis quelques années, il faut bien le dire, à travailler sur ces friches, à les faire devenir des lieux de promenade et que même si nous n'atteignions pas tout de suite le but en termes que de tout est fini, eh bien c'est tous les jours que nous y participons et j'espère bien que nous pourrons véritablement faire les gros travaux dans les quelques années à venir. Pour moi, ce serait 2016, 2017 et nous en serions extrêmement satisfaits. Monsieur Georges Carton, bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre association, la retraite sportive de la Goëlle? Volontiers. Eh bien, nous avons 10 ans et demi. C'est une association qu'on a créée d'abord et on ne faisait que de la marche. Hein, donc, on a commencé à 4-5, et puis maintenant, on est 270. Hein, donc c'est une association qui fonctionne très bien et on a rajouté bien sûr d'autres activités, que ce soit la mémoire, que ce soit la pétanque, c'est la détente dans la convivialité dans tous les cas. Hein. Alors les marches, puisqu'il faut en parler quand même, c'est l'essentiel de l'association. Vous avez la marche du jeudi qui est assez, assez costaud. 12-13 km, un bon parcours et on voyage un peu partout. Après vous avez la marche du vendredi, alors elle qui se passe toujours au départ du centre sportif Bigotte à Arles et c'est les berges de la Souchet qui servent vraiment de base parce que c'est un peu la marche des Tamalous. Ce sont les gens qui sortent d'opération, les gens qui ne sont pas trop bien, qui font cette marche-là, qui n'est pas très vive. C'est vraiment, on y va vraiment doucement, et puis on s'arrange pour certaines personnes, si on fait qu'ils en ont marre au bout d'1 heure et demie, les véhicules ne sont pas loin pour repartir, sinon on fait un peu plus pour ceux qui sont un peu plus en forme. Quoi. Justement, pour 2017, ils vont les communes, Noyelles-sous-Lens, Loison-sous-Lens, Courrières et Arnes, vont réaménager tout ce parcours pour aller de Lens jusque Courrières et peut-être même au-delà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben ça c'est formidable parce que bon, il y a une rive qui est pas mal. Alors je sais pas, enfin, c'est la rive qui va vers Lens et Loison est
pas trop mal, comment dire, préparé, bien qu'il y ait des endroits un peu difficiles, mais de l'autre côté, il y a encore beaucoup de racines, etc., d'arbres qui sont, pour les gens qui ont des difficultés quelquefois, on évite les chutes, on fait très attention, on entoure les gens, mais néanmoins, c'est une bonne chose. Quand j'ai appris qu'ils allaient réaménager, je crois que c'est formidable, quoi. D'accord. Dans la région, il y a beaucoup de sites de randonnée comme ça pour les associations, pour faire des parcours, etc. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns où l'association se réunit? Eh bien, on a aussi bien les terrils de Los Angeles, qui sont bien aménagés aussi, hein, c'est bien fait pour les randonnées. Après, comment dire, ici sur Méricourt, en démarrant à Intermarché, c'est là qu'on se gare, on a une superbe randonnée, on fait le tour du terri qui est autour et tout ça. Il y a vraiment énormément de randonnées du côté de Lens, Billy-Berclos, il y en a partout. C'est vraiment, on a l'impression que pendant un moment, on a pensé qu'à ça, quoi. Elles sont bien aménagées. Bon, je ne dis pas que de temps en temps, il n'y a pas un... Il y a des améliorations peut-être à faire encore mais enfin, bon, on sait bien que c'est surtout quand on évite certaines randonnées, quand il n'y a plus beaucoup, parce qu'on sait que là, il y aura de la boue, quoi. On aménage notre programme d'après un peu la météo, quoi. Est-ce que vous pensez participer à l'incitation de protéger la nature en amenant les gens sur ces parcours-là Sans problème. Vous nous dites, voilà, on va inaugurer telle partie où on sera là. Hein, de toute façon, que ce soit tout ce qui est marche... disons, on a fait la marche pour le cancer, on a fait la semaine bleue. Là, maintenant, on s'apprête à faire au début de l'année, donc il y aura Mars bleu, il y aura la marche du cœur. Tout ça, c'est nous qui faisons. Tout ce que le CCAS envisage comme événement, il y a toujours à côté une marche. D'accord, mais par rapport au territoire minier avant, est-ce que les paysages ont changé un peu sur le territoire? À Arles, il y a un terri et ils ont aménagé, il y a 3 mois, ils ont fait des marches, mais alors vraiment, c'est rustique, mais c'est sûr, quoi, pour pouvoir traverser ce terri et en ayant des grillages, parce qu'il y a encore des endroits où il y a des fumerolles, il ne faut surtout pas. Donc, pour bien passer à travers Puis c'est magnifique parce que avec la chaleur que dégage la terre, il y a des plantes qu'on ne trouve pas ailleurs, quoi. Hein, et ça, c'est formidable. Monsieur Carton, merci. Ben, je vous en prie. J'espère que l'association va pouvoir se balader plus longuement encore sur les canals de la Souchet. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau journal. Tout de suite, la fin de votre édition avec vos émissions habituelles et l'annonce du village de Noël de Lens qui démarre vendredi. Bonne semaine à tous. Alors le village, pour cette deuxième année consécutive, se prépare à Lens. Comme vous pouvez le remarquer derrière vous, mais malheureusement vous êtes dans l'autre sens. On est en train de monter les chalets. Ce village de Noël sera donc du 11 décembre jusqu'au 24 décembre et aura pour thème, comme l'année dernière, le thème de la gastronomie. Cette année, l'accent sera donné à la Pologne, puisque quelques chalets seront décorés aux couleurs de la Pologne, où on trouvera notamment, je veux dire, de l'artisanat, mais également des produits polonais. Ce village aura une particularité cette année, car nous aurons la joie d'accueillir l'émission Midi en France. Et à ce niveau, je fais un appel justement à l'ensemble des Lensois pour pouvoir venir assister les lundis 14 et les mardis 15 décembre toute la journée à cette émission.
d'être le plus nombreux possible afin de montrer qu'à Lens, c'est une ville dynamique et qui bouge. Oui, ça implique forcément des contraintes techniques supplémentaires puisque la plage Jean Jaurès sera totalement occupée par les régies de France 3, les salons de maquillage, de coiffure, toute la partie cuisine, les groupes électrogènes, etc. Donc ça va être pendant 5 jours puisque l'émission va commencer à s'installer le vendredi 11 au matin et pendant 3 jours vont monter leur plateau en plein milieu du village de Noël. Ce sont 2 émissions. Alors vous aurez 2 directs le lundi matin de 11h à midi et le mardi matin de 11h à midi également. 2 enregistrements pour les journées de mercredi à jeudi qui auront lieu le lundi après-midi et la diffusion du vendredi sera enregistrée le mardi après-midi. Dessus, je profite aussi de l'attractivité de la ville de Lens puisque la radio France Bleu Nord sera aussi, elle, présente il me semble, le 18 et le 20 décembre avec 2 émissions en direct également sur le village de Noël. Alors sur la durée du marché de Noël, comme je le répète, aura lieu du 11 décembre avec l'inauguration à 18h et ce jusqu'au 24 décembre à 16h. Nous aurons donc la possibilité de venir, les Lensois et les gens du bassin minier, puisqu'on souhaite que ce village de Noël soit la référence dans le bassin minier, pourront venir acheter le petit cadeau qui va bien, de venir chercher la partie gastronomie avec bien sûr des huîtres, du foie gras, du champagne, même des bonbons, des pains d'épices, etc. Tout ce qu'on peut trouver sur un village de Noël. Il y aura donc aussi également un carrousel qui sera implanté. Il y aura un trampoline. La particularité aussi qui sera la nouveauté de ce village de Noël, c'est que tous les soirs, hormis les mardis 13, lundi 14 et mercredi 15, tous les soirs on aura des déambulations lumineuses et féeriques avec des groupes venant de toute la région, voire de la France, des déambulations lumineuses, de cracheurs de feu et chaque soir de 16h30 à 18h, il y aura ces déambulations et ces animations et à chaque fois différentes pour ne pas lasser le public et à chaque fois tous les soirs de découvrir un autre spectacle qui va faire la particularité de ce village de Noël puisque nous n'aurons pas peut-être de grandes roues, nous n'aurons peut-être pas de patinoire, mais ce côté festif, déambulation et animation sera très très présente sur ce village de Noël. Avec bien sûr la complicité des commerçants, puisque le Père Noël sera invité avec son chalet, avec sa maison, un chalet, une maison bien décorée, et les enfants auront la possibilité de venir voir le Père Noël et de faire une photo qu'ils auront gratuitement grâce en partenariat avec Shopping Lens et la ville de Lens. En ce sujet, je profite également que Shopping Lens aura la joie de nous présenter les crèches de Pologne à l'église Saint-Léger sur la même période. Donc des dizaines de crèches de Pologne seront présentes dans l'église Saint-Léger où vous pourrez les visiter au plus grand bonheur de l'ensemble des petits et des grands. Concernant le carrousel et puis le trampoline, la ville de Lens offre à l'ensemble des enfants des écoles de Lens et du CCAS un pass pour pouvoir faire un tour de manège sur ces 2 activités. 5000 passes seront distribués dans les écoles, donc je dis bien, et au CCAS. Ce thème de gastronomie également, là je peux citer aussi puisque elle a bien voulu faire acte de présence l'année dernière, elle n'est pas un peu notre marraine mais presque sur la gastronomie, ce sera Pépé Le Mat qui viendra animer par 3 fois ce village de Noël avec sa Pépé mobile, mais également le mardi 15 à partir de 15h30 et en accord avec et en partenariat avec le Secours Populaire, fera des dégustations de soupe aux enfants du CCAS, du Secours Populaire plutôt, à Lens. C'est d'attirer, de donner un côté festif, convivial, de joie dans cette période qui est un peu sombre par rapport aux événements qui ont eu lieu au mois de novembre. Je ne vais pas en faire un retour qui était déjà assez triste. C'est de donner pour cette fin d'année un peu de baume au cœur aux gens, puis de découvrir, et notamment les Lensois, d'avoir droit à ce qui se passe, je dirais, un peu dans les autres communes, des autres agglomérations, et d'avoir ce village de Noël, de passer un moment de convivialité, de fraternité surtout, et puis de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et je dirais aussi que les chefs du Nord seront aussi présents puisqu'ils présenteront également des recettes très simples avec des produits très simples. Donc il y a tout cet environnement fraternel, joyeux et de passer de fin d'année très en famille surtout.
Alors les dates de ce village de Noël, ce sera du 11 décembre au 24 décembre. Les heures d'ouverture seront de 11h à 19h la semaine et de 11h à 20h les samedis et dimanches.